L'échiquier international, soyez les bienvenus, 7 700 $ par seconde, tel est le chiffre mirobolant engrangé par le commerce illicite de la drogue de par le monde. Si ce trafic représente un PIB, il serait celui d'un pays riche comme la Suède. En dépit d'une répression se voulant coercitive selon l'ONU, seuls 42% de la production mondiale de cocaïne serait saisie. Pour ce qui est de l'héroïne, on tombe à un modique 23%. Où est donc passé le reste? Il y a bel et bien une géopolitique de la drogue de plus en plus complexe, dense, avec son lot de risques. Une géopolitique de la drogue engrangeant des conflits pour le contrôle de territoires, déstabilisant des institutions étatiques et accentuant la crise de confiance des citoyens. La raison, le contrôle de territoires de production et de consommation. En effet, les lieux d'accès à la matière première pour la fabrication de la substance sont fondamentaux. Les pays andins d'Amérique latine sont le premier centre de production mondiale de coca et de ses dérivés, mais loin d'être le seul. Le contrôle du marché finance les narcotrafiquants, les paramilitaires et les guérillas, le tout qui se confond avec une violence face à laquelle les forces de sécurité sont mal outillées à tous les niveaux, sans oublier des consommateurs confrontés à des produits de plus en plus addictifs, avec les conséquences exponentielles et tragiques de la marginalisation sociale et si souvent des overdoses. Justement, un reporter de terrain chevronné a tenté de tracer une partie de cette géopolitique de la drogue et ça tombe bien, c'est notre invité du jour. Le trafic de stupéfiants, une économie dégageant des profits si importants qu'il est semblable aux matières premières, et ce, malgré sa prohibition. Est-ce qu'on a perdu la guerre contre la drogue? Pour tenter d'y répondre, j'ai le plaisir ce soir de recevoir un reporter de guerre indépendant. Bonsoir Jonathan Alperi. Bonsoir. Vous avez couvert 15 conflits, mais vous êtes spécialisé dans les guerres de la drogue. On devrait plutôt dire un reporter de choc. Bloomberg, BBC, Vanity Fair, CNN, Der Spiegel ont diffusé vos reportages. Dans vos reportages, notamment dans les coins sombres des États-Unis, il y aurait, selon vous, en 2022, 125 000 morts dus à des overdoses. Au Canada, le chiffre enfle à 150 000 morts. Quand on pense que les soldats morts au Vietnam avoisinent les 60 000, anthropologiquement parlant, on observe une population américaine qui se suicide à petit feu, non? Oui, en effet, il y a un vrai problème stratégique qui se pose maintenant pour les États-Unis. D'ailleurs, on le voit de manière très intéressante par rapport au recrutement de l'armée américaine qui est en incapacité, par exemple, de trouver les 60 000 nouvelles recrues qu'elle a besoin chaque année afin de maintenir à ces taux normaux pour toutes ces unités. Un des grands problèmes à l'armée américaine, c'est par rapport à son recrutement, c'est le fait qu'elle a affaire à trop de nouvelles recrues qui sont des drogués ou des anciens drogués ou des repris de justice à cause de la drogue. Donc ça, c'est juste une fenêtre parmi tant d'autres, bien entendu, parce que le problème est beaucoup plus vaste. Il y a un problème stratégique aussi par le fait que l'Amérique est le plus grand consommateur de drogue illicite dans le monde. Le Canada en fait partie, mais les États-Unis sont en premier lieu en numéro 1. Alors, il s'agit de cocaïne, héroïne, il y a la marijuana, mais il y a aussi tout ce qui est amphétamine, il y a fentanyl, il y a MDMA, toutes les drogues festives, tout ça. Et c'est vrai que l'Amérique, depuis les années 50, est en proie à une consommation absolument biblique de drogue illégale. Et comme vous l'avez dit justement, on pense que l'année dernière, il y aurait à peu près entre 109 000 et 125 000 gens qui sont morts d'overdose, dont 74 000 à cause du fentanyl. Jonathan Alperi, remontons un peu plus loin. L'histoire de l'Occident se confond avec le commerce de la drogue. On peut citer les guerres de l'opium, les guerres anglaises de l'opium en 1839 et 1856, où la Grande-Bretagne, pour soutenir sa balance commerciale avec la Chine, a imposé, c'était à l'époque de la dynastie Qing, a imposé un commerce de l'opium. Les Chinois, ne voulant pas, ont eu droit
à une guerre. Une banque d'ailleurs est née de ce commerce que nous ne citerons pas ici, les téléspectateurs trouvant aisément. On sait également que dans les pharmacies américaines dans les années 40, on vendait de la cocaïne. Le monde du spectacle aussi américain, les musiciens comme les jazzmen ont été confrontés à ça, Chet Baker, Miles Davis ou John Coltrane, mais ça restait quand même dans des sphères fermées, voire même des milieux festifs. Aujourd'hui, on a l'impression que la consommation de la drogue peut toucher tout le monde. Vous avez entièrement raison. C'est vrai que dans les années 50, aux États-Unis, les gens qui consommaient l'héroïne, c'était essentiellement les jazzmen, dans les milieux plutôt urbains. Donc les milieux, comme vous disiez, festifs, ou tout ce qu'on dit, comme on dit aux États-Unis, le entertainment. Et c'est vrai qu'à partir des années 60, tous ces tabous ont explosé comme beaucoup de choses, hein, destruction de la famille, enfin toutes les vieilles traditions conservatrices de l'Occident ont explosé à partir des années 60, et la consommation de la drogue est venue avec. Donc ce qu'on voit aujourd'hui n'est en fait que l'aboutissement d'un développement qui date, si on remonte aux années 50, pour remonter avant bien entendu, c'est de voir en effet qu'on a une démocratisation générale de la consommation de la drogue par rapport non seulement aux drogues illicites, mais à partir des années 90, les drogues légales, hein, tout ce qu'on appelle en anglais les prescription drugs. Donc Adderall, Xanax ou ces choses-là que les médecins ont commencé à prescrire aux gens et qui a donné un drame national absolument terrifiant où certaines grandes sociétés pharmaceutiques ont fait des dizaines de milliards de dollars de profit en vendant des drogues qui étaient essentiellement addictives, par exemple pour le mal de dos, de choses comme ça, et ça a donné un second souffle au sein même des États-Unis de la consommation. Donc on s'est rajouté la consommation illégale avec la consommation légale, et là on voit le résultat qu'on a aujourd'hui. Jonathan Alperi, sur les images, on peut voir le quartier de Kensington à Philadelphie qui est devenu, comme on dit, la zone. C'est un territoire que vous connaissez bien, vous qui êtes reporter et qui avez vu les ravages de la drogue dans ces quartiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors Kensington, c'est un quartier, c'est en fait un marché de la drogue à ciel ouvert qui est à Philadelphie, qui est très particulier. Alors, pour bien comprendre ce qu'est Kensington, les autorités américaines qui sont faites des autorités, donc les élus, on va dire, sont démocrates depuis des décennies, maintenant progressistes, ont décidé depuis des années de laisser pourrir la situation, car leur idéologie va dans le sens de dire que on doit aider les gens à se droguer à partir du moment qu'on peut les droguer de manière propre. Donc là, on est dans le suicide civilisationnel, mais bon. Avec le slogan « interdit d'interdire ». Exactement. Donc on retrouve. Alors Kensington, c'est vrai que c'est très visuel. Et les cartels mexicains, par exemple, le savent très bien que Kensington est un marché ouvert de la drogue, et dès qu'il y a une nouvelle drogue qui est mise sur le marché, elle est donnée en partie gratuitement aux dealers du coin, hein, qui tiennent des différents quartiers, ou Kensington en particulier, et ont ordre de donner une nouvelle drogue, je sais pas, par exemple, une nouvelle sorte de crack qui a un peu de fentanyl dedans ou de l'héroïne, et on le donne gratuitement à ces addicts qu'on voit sur ces images, et on voit le résultat. Et si le résultat est probant, donc si la personne revient et on redemande constamment et elle est complètement accro, à ce moment-là c'est banco, ils refont une commande et à ce moment-là il y a une énorme quantité de drogue qui arrive, donc l'héroïne, mais c'est essentiellement du fentanyl. L'héroïne on ne trouve plus trop dans la rue maintenant, et là c'est open bar et on voit le résultat qui est absolument... c'est apocalyptique, et on trouve ça aux États-Unis, ce qui est comme un peu l'ironie de la chose. Alors justement, ce sont des drogues de synthèse qui sont 50 fois plus addictives que l'héroïne, c'est-à-dire qu'on a une dose de THC plus élevée, comme le fentanyl justement, qui est une drogue facile à cuisiner, comme on dit. Alors le fentanyl, c'est très dangereux parce qu'en effet, il y a une production légale, hein, qui est essentiellement produite en Chine, en Inde et aux États-Unis, puis un peu en Europe, je crois, mais très peu. Et c'est une drogue donc, qui est aussi faite illégalement par les deux grands cartels mexicains, donc le Sinaloa et la Nouvelle Génération. Ces deux grands cartels mexicains ont une relation avec un certain nombre d'éléments chinois corrompus qui leur apportent la chimie elle-même, et ces cartels la cuisinent et créent le fentanyl, qui est en effet très facile à faire.
Et comme maintenant, on a une frontière ouverte qui a complètement explosé depuis Biden avec le Mexique, donc les drogues passent très très facilement et on voit le résultat. Et en effet, je crois que si on prend un grain de sel ou trop de deux, on peut avoir une overdose et mourir tout de suite. D'ailleurs, ça arrive absolument tous les jours. C'est ça, le fentanyl est un analgésique opioïde très puissant. Quelques graines peuvent suffire à tuer, mais un produit qui peut parfois se retrouver mêlé dans des bras de fer diplomatiques comme entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont accusé les entreprises chinoises d'introduire cette drogue en Floride notamment. Alors, c'est vrai que la DEA, donc qui est la grande organisation antidrogue fédérale, accuse directement les autorités chinoises, mais depuis les années 90, hein, c'est pas récent, d'avoir laissé une grande corruption dans un certain milieu d'affaires chinois qui a depuis 30 ans des relations assez étroites avec certains grands cartels mexicains que j'ai nommés à l'instant et qui se font de l'argent. Ils savent même pas en fait. Ça va de quelques dizaines de milliards. Ils en savent rien. Enfin, les quantités sont absolument faramineuses. Et l'Amérique essaye un peu de contrôler ça. Évidemment, elle le fait qu'à moitié, parce que si on ferme entièrement la frontière avec le Mexique, c'est tout le commerce en général qui risque d'être bloqué, les prix augmenteraient et tout ça. Donc ils le feront pas. Mais en effet, il y a des accusations très sérieuses. Je pense pas que le gouvernement chinois fasse ça de manière entièrement consciente, dans le sens où c'est un plan qui a été organisé. C'est plus une opportunité. Il voit bien que l'Occident et l'Europe, pareil, est en déclin moral terminal presque, et les États-Unis ne font pas exception. Et donc, ce sont des brèches qui s'ouvrent et ce sont des opportunités, donc on laisse faire. Je pense que on a plus affaire à ça qu'autre chose. Jonathan Alperi, vous êtes américain, vous habitez aux États-Unis depuis très longtemps. On se rappelle des plus âgés se rappellent des campagnes du président Reagan et Nancy Reagan qui mettaient en place des campagnes de sensibilisation contre la drogue. Aujourd'hui, vous nous brossez un tableau noir, voire apocalyptique, des États-Unis confrontés au problème de la drogue, mais on voit très peu de politiciens évoquer le sujet lors des campagnes. Comment vous l'expliquez ? C'est vrai que le problème de la drogue aux États-Unis est un des problèmes les plus importants. Par rapport, on voit au nombre de morts, et c'est vrai que le Congrès américain ne fait rien. En partie, on peut les accuser d'avoir certaines relations politiques et économiques avec certains grands groupes pharmaceutiques, ce qui est très vrai d'ailleurs, et puis on l'a vu pendant le Covid. Les grandes sociétés pharmaceutiques ont forcé le Congrès américain de faire une loi de quoi on ne pouvait pas leur faire un procès au cas où des gens mourraient à cause des vaccins. Les effets secondaires des vaccins. Voilà, exactement. Donc il y a une certaine relation qui est quand même sulfureuse, mais bon, ça c'est pas anodin et faut pas qu'on soit surpris. C'est immoral, mais c'est comme ça aux États-Unis. Ce sont ce qu'on appelle les lobbies. Les gens qui font vraiment quelque chose pour lutter contre le fentanyl ou d'autres choses, ce sont souvent les familles qui ont perdu un membre de leur famille à cause du fentanyl et d'autres drogues. Donc il y a beaucoup d'organisations qui essayent. D'ailleurs, il y a une grande manifestation en septembre avec ce qu'on appelle les mères qui ont perdu un enfant à cause du fentanyl, par overdose. Et elles vont toutes se réunir par milliers devant la Maison-Blanche et ça va être assez violent, je pense. Enfin, dans le contexte familial, bien entendu. Mais c'est vrai que du côté politique, il se passe pas grand-chose, et c'est vrai que c'est très curieux, et les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça, en effet. Alors, Jonathan Alperi, vous êtes un reporter de terrain, vous connaissez bien les filières de la drogue, et vous connaissez aussi beaucoup de pays d'Amérique latine. Parlons justement des filières maintenant. Certaines ont été le fruit de vos enquêtes, comme au Mexique. Vous venez par contre de revenir également du Salvador, où là-bas, un président élu depuis 2019, Nayib Bukele Ortez, d'origine palestinienne, de confession musulmane d'ailleurs, lui qui a décidé d'éradiquer les gangs, comme les Maras, je crois, qui s'adonnaient au trafic. Racontez-nous un peu le terrain de ce pays, de votre expérience. Alors j'ai passé un certain nombre de semaines et j'ai en effet côtoyé le gouvernement, certains de ses ministres, et j'ai fait pas mal d'opérations anti-drogue avec l'armée et avec la police contre les restes en fait des éléments criminels. Il faut savoir que le Salvador a eu un moment jusqu'en 2018, donc jusqu'à récemment, il y a 18 mois à peu près,
à peu près 70 000 membres qui faisaient partie de pas mal d'organisations criminelles, donc les Maras, MS-13, d'ailleurs qui viennent des prisons de Los Angeles à l'origine, qui ont été renvoyés et qui se sont reformés au Salvador et qui étaient ultra violents. Et au début, il y avait un deal en fait, et ça, c'est pas connu, mais en 2019, quand Bukele est arrivé au pouvoir, il leur a dit, OK, vous pouvez continuer, mais vous arrêtez de tuer des gens, vous arrêtez de massacrer, tout ça. Évidemment, ça s'est pas passé. Et en 1 an et demi, il a mis l'armée, il les a complètement détruits, il en a tué, on pense, des milliers, et les autres, il les a foutus en tôle. Bon, à peu près 60 000, on sait pas trop, 64 000 qui ont été mis en prison. Il les a complètement détruits. C'est vrai que le pays n'a pas été aussi sécurisé depuis des décennies. C'est assez impressionnant. Il y a un autre pays, c'est le seul pays, je crois, vous allez me corriger peut-être, qui est le centre du trafic mondial. D'ailleurs, même certains l'appellent un narco-État, qui est un des pays les plus dangereux du monde. Le Mexique, d'ailleurs, depuis la guerre de la drogue, là-bas, on dénombre 500 000 morts. Le gang de Sinaloa et de Jalisco est composé de cartels de 100 000 membres prêts à mourir. On parle d'ici d'un pays qui est en lice pour intégrer les BRICS. Pourtant, la frontière avec les États-Unis est ouverte. Comment vous l'expliquez ? Alors, une des raisons pourquoi... Alors, sous Trump, la frontière a été refermée, a été plutôt bien contrôlée. Alors, on ne peut jamais contrôler une frontière à 100%. Les gens s'imaginent qu'une frontière est un mur, mais une frontière est toujours un peu poreuse. C'est la définition quand même de la frontière. Trump avait réussi, je crois qu'il y a à peu près 20-25 000 personnes qui avaient pu passer illégalement. On est très loin des quelques millions, je crois qu'on est à 7 millions, je sais même, ils en savent rien, qui viennent de passer là depuis l'avènement au pouvoir de Biden. Donc là, on est dans l'idéologie pure. Pour eux, la frontière, c'est le racisme. Donc on est dans une idéologie qui n'a pas de sens. Parce que faire venir les gens et risquer leur peau, on ne sait même pas combien meurent chaque année, c'est pas en soi quelque chose de viable non plus. On le voit en Europe d'ailleurs pareil. Donc la frontière reste ouverte essentiellement pour ces raisons-là. D'ailleurs, la vice-présidente Kamala Harris, qui est d'une intelligence très très douteuse, a été mise en charge de ça et tout le monde a été complètement n'a pas compris parce qu'elle comprend rien à rien et donc on l'a mis là-dessus. Maintenant, un des problèmes de cette ouverture de la frontière, c'est que les cartels mexicains ont infiltré les États-Unis un peu partout et contrôlent certaines zones de la Californie du Nord, par exemple, pour la production illicite de marijuana. Donc c'est un désastre, c'est un boxon sans nom et c'est infâme pour les gens, les immigrés qui viennent légalement et qui attendent leur tour pendant 2-3 ans pour avoir leur carte verte. Donc pour ces gens-là, c'est aussi terrible. Les cartels mexicains ont développé une telle puissance. Donc il y en a des 3 plus gros, il y a ceux du Golfe, donc Tamaulipas vers le Golfe, la frontière avec le Texas, comme les Sinaloa. Il y a une nouvelle génération qui est ultra violente, qui est basée dans l'état du Jalisco, puis il y en a plein d'autres, Baja California, puis il y a le sud, vers le Chiapas, il y a tout un... Mais les 3 gros, c'est ça là. Ils sont en compétition maintenant stratégique directe avec l'État fédéral mexicain, dont le président aujourd'hui AMLO est probablement en bisbille avec eux. Enfin, tout le monde le sait. D'ailleurs, il n'a rien fait. Et pendant sa campagne électorale, il avait dit qu'il fallait leur faire des bisous et les prendre dans leurs bras et pas leur faire la guerre. Donc, je pense que le message était passé assez facilement. Donc là, on a affaire en effet à un pays qui est en partie tenu par les cartels. On pense que 30% de toutes les autorités fédérales sont payées par les cartels. Alors, je suis tombé sur un chiffre par rapport au Mexique. Le trafic de drogue engrangerait chaque année 400 milliards de dollars. C'est un chiffre tellement important que lors de la crise financière en 2008, il y a certaines banques américaines comme la Wachovia qui étaient en mal d'espèces et qui, justement, étaient allées voir ces gangs, ces gros trafiquants de drogue pour prendre leurs espèces et continuer à être dans le jeu économique et financier de l'époque. Est-ce que, je veux dire, l'économie de la drogue est tellement importante qu'on ne peut pas l'annihiler comme ça du jour au lendemain? Non, alors en effet, il y a eu de la corruption dans certaines banques, ça on le sait, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu des punitions, je ne sais pas si les gens sont allés en prison, mais en tout cas, il y a eu des punitions financières.
Mais le problème, c'est quand ces cartels mexicains sont très très bonnes à cacher leur argent, enfin à blanchir leur argent, pardon. Donc c'est très difficile de savoir d'où vient l'argent. Ça, c'est une première chose. Après, le problème, c'est que personne ne sait ce que rapporte la drogue aujourd'hui. Alors 400 milliards, c'est le maximum. On ne sait pas trop. Alors, le plus bas, ça serait 40 milliards, en tout cas pour l'Amérique latine, et ça monte jusqu'à 400. Mais ce qui est sûr, c'est que les sommes sont tellement énormes, il y a tellement d'argent en jeu que même les autorités fédérales américaines, qui sont quand même financées très largement, ne peuvent pas se mettre en compétition directe contre les cartels. Et c'est pour ça que maintenant, certaines personnalités congressistes républicaines veulent mettre les cartels mexicains sur la liste des groupes terroristes. Et l'idée de faire ça, c'est qu'on puisse en faire la guerre. Donc en fait, maintenant, on est arrivé à un tel point problématique que maintenant, il y a des gens aux États-Unis qui pensent qu'il va falloir mener une guerre physique aux cartels mexicains et les détruire au Mexique. D'ailleurs, il y a des plans militaires pour envahir le nord du Mexique, pour faire une zone tampon, peut-être 50 km, pour sécuriser la frontière sud des États-Unis et après mener une guerre contre les cartels en allant tuer les types les uns après les autres. Une autre drogue, la résine de cannabis, dont le Maroc est un des exportateurs mondiaux. Selon un rapport de l'ONU datant des années 2000, le pays produirait 4000 tonnes pour une surface de 200 000 hectares qui nourrisserait presque 100 000 familles. On sait que les filières marocaines sévissent en Hollande et en Belgique et que l'économie de la drogue est ancrée dans l'économie de certains États. Alors, quand vous dites ancré, c'est très important parce qu'on le voit en France. Alors, moins que les Marocains, mais c'est plus une des raisons pourquoi l'État français n'ose pas intervenir dans les quartiers qui sont tenus par des groupes, des éléments criminels, c'est parce que une bonne partie de l'économie de ces quartiers, au nord de Paris, dans le 93 par exemple, mais c'est pareil aussi autour de Bruxelles ou au sud de la Hollande, c'est que si l'État avait la main lourde et, par exemple, faisait un jour comme est en train de faire Bukele, à ce moment-là, l'économie, qui est une économie souterraine, mais qui nourrit et qui paye des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui habitent dans ces quartiers, s'effondrait du jour au lendemain. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi ils ne le font pas. Ils ont peur aussi, ils n'ont pas le courage politique, bon ça c'est autre chose, mais aussi parce que c'est devenu une économie à part entière. Et c'est ça qui est dramatique. Et évidemment, tout ça est possible, je pense qu'on en parlera, c'est le fait que la consommation de la drogue en Europe est en pleine explosion. Quand à Zurich, dans les années 80, ils avaient dit on va légaliser tout ça et comme ça on va tous les regrouper, ils se sont vite aperçus que ça allait pas marcher, ça a été une catastrophe. C'est ce qui s'est passé à Amsterdam, ils ont changé les lois, les choses sont beaucoup plus dures, et qu'en effet les grands groupes criminels en Belgique et en Hollande sont du Maroc à 70%, je pense. Et ils ont, on le sait maintenant, des rapports très forts avec des cartels mexicains, colombiens, boliviens et péruviens, donc tous les grands producteurs de la cocaïne en fait en Amérique latine. Alors Jonathan, on arrive malheureusement à la fin. Avant de conclure, comment peut-on, vous qui avez l'expérience du terrain, comment peut-on régler le problème de la drogue? Il faudrait tabler sur des solutions plutôt politiques ou durcir la méthode comme au Salvador, en Russie, en Thaïlande, en Iran, en Algérie d'ailleurs. Comment peut-on remporter la guerre contre le trafic de drogue selon vous? Je pense qu'il faut faire plein de choses à la fois. Ça va être très très compliqué. Déjà, il faut avoir le pouvoir politique de le faire. Bukele, il le fait parce que le pays était tellement exsangue après la guerre qu'il y avait eu dans les années 70-80, au début des années 90, puis après l'emprise des Maras. Donc les gens il y avait vraiment un ras-bol général. Les gens d'Amérique latine ne se droguent pas de la manière dont les Occidentaux se droguent, donc c'était plus simple à ce niveau-là. Le Salvador est beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Il y a une culture de la drogue, on le voit dans la musique, on le voit dans les médias, on le voit dans le entertainment. C'est comme par exemple ces émissions sur les grands groupes criminels colombiens, narcos, qui fascinent les gens parce qu'ils rendent les choses, enfin, si je peux me permettre, cool. On vulgarise la chose en fait. Exactement, et c'est pas cool du tout. Loin de là, les gens se rendent pas compte de comment la drogue a été produite et jusqu'au moment où elle arrive dans leur nez. Si les gens savaient comment ça se passait, peut-être qu'ils réfléchiraient 2 fois à se droguer.
Jonathan Alperi, merci d'avoir été des nôtres et surtout pour toutes vos explications et vos partages d'expériences sur le terrain. On vous sollicitera encore car le sujet mérite plus ample discussion, je crois. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. L'échiquier international est maintenant fini. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.